Alors, c'est une conférence, c'est différent de nos formations. Nos formations, on les fait en ligne. On les fait essentiellement en ligne. La dernière fois, ce que le frère a dit tout à l'heure, où j'étais, je crois, à l'hôtel de l'hôtel, c'était aussi une conférence. Voilà. Bon, il y a des différences. Les formations sont une série de leçons pour acquérir une compétence. Les conférences, c'est pratiquement la même chose, mais c'est pour répondre à un thème bien précis. Répondre à une seule question. Comment trouver un emplacement commercial attractif? C'est tout. Dans la conférence, on va vous donner aussi des pistes à la fin de la conférence pour que vous continuiez vos recherches. C'est ça la différence par rapport à une formation. Une formation, on fait un programme du début jusqu'à la fin. Et le programme est censé vous donner toutes les compétences, donc formation en entrepreneuriat, etc. etc. Voilà. Donc je me présente, je suis Régis Ramon, coach marketing, spécialiste des PME en difficulté de vente et également spécialiste de l'entrepreneuriat. Trouver un emplacement commercial attractif. Alors pourquoi on a décidé de se lancer dans ce thème? D'abord, c'est la première fois en Côte d'Ivoire qu'il y a une formation, une conférence sur ce thème. Voilà, ça n'existe pas ailleurs. Si vous avez trouvé, venez nous dire. Ça n'existe pas ailleurs. Et en Côte d'Ivoire, on a un gros problème. On manque de formation percutante. Vous savez, les gens, ils ont des besoins, mais ils ne savent pas comment faire. Quelqu'un vient, vous avez un business manager, vous avez un parrain, il vient dire, bon, tous les jours, tu viens me demander de l'argent là, qu'est-ce que tu veux faire? Moi, je vais t'aider. Pour que tu ne me mettes pas chaque week-end, chaque fin de mois, à 25, tu commences à m'appeler pour me dire bonjour. Je sais que c'est l'argent. Donc, qu'est-ce que tu veux? Non, moi, là, mon rêve, je vais me lancer dans le commerce. Je vais faire mon restaurant, je sais cuisiner. Je vais faire mon lavage auto, etc., etc. Ça vaut combien? Bon, ça vaut 10 millions. Pas de porte et tout. On vous met l'argent à votre disposition. Une fois qu'on a mis l'argent à votre disposition, vous n'avez aucune idée de quels sont les pas que vous allez poser pour trouver le bon emplacement commercial. Ça, c'est un. Comment on va attirer les clients. Voilà. Vous êtes complètement perdu. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous regardez ce qui se fait ailleurs. J'ai vu tous les Mariam là. Elle est un magasin là. On ne connaît même pas sa vie. Parce qu'elle garde sa Range Rover devant son magasin. Donc, ça veut dire que son magasin marche. Je vais faire la même chose. Je vais me débrouiller pour avoir un magasin là-bas. Et puis, vos 5 millions, vos 10 millions, ça va. Vous faites venir les marchandises, personne n'achète. Et puis, vous avez honte d'aller dire au parrain que ça va. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison pour laquelle on a fait cette conférence-là, c'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas à l'aise avec les conférences en ligne. Et depuis 2 ans que j'ai arrêté mes conférences, c'était seulement à l'hôtel la dernière fois, j'avais dit ça la dernière fois, que ça faisait plus de 2 ans que je n'avais pas fait de conférences. Donc les gens me demandent, disent non, il faut reprendre les conférences. Je dis bon, on va faire petit à petit. Les grosses conférences, là, je n'ai plus trop le temps de ça, mais on va reprendre des petites conférences sur des petits thèmes bien précis. Et puis ceux qui veulent, parce qu'il y a des gens là, c'est quand ils sont présents là, qui ne dorment pas. Ceux qui sont en ligne là, il y a beaucoup de boulot. Donc, quand ils regardent, souvent ils dorment bien. Il y a le locaux ici, il y a l'enfant qui parle, voilà. Alors qu'ici, vous êtes dans un environnement. Donc, ça sera une série de conférences qu'on va lancer comme ça sur des thèmes bien précis. Voilà. Donc, voici les 2 raisons pour lesquelles nous avons démarré les mini-conférences du cabinet AMP. Alors, trouver un emplacement commercial attractif. C'est pour tous les gérants des espaces commerciaux, lavage auto, restaurants. Alors, pour ceux qui ont suivi déjà les petites capsules vidéo, un emplacement commercial attractif, comme on l'appelle ici au cabinet, dans les petites capsules vidéo, là, on lui a donné un nom. C'est un emplacement ANP. Qui veut dire quoi? C'est quoi un emplacement ANP? Dans votre vidéo, vous avez dit l'emplacement ANP, c'est un emplacement qui permet l'arrivée naturelle des prospects. Ok, merci, on claque les doigts. C'est un emplacement qui attire naturellement des prospects. Quand on dit un emplacement est attractif, on n'a pas besoin de publicité. Si vous avez besoin de publicité pour envoyer des prospects, ça veut dire que le choix même n'est pas bon. Parce que naturellement, les prospects doivent venir à votre magasin. Ils doivent trouver votre magasin. Ils doivent découvrir votre magasin. Sans qu'on ait à faire une inauguration. Voilà, on coupe les rumeurs. Voilà, ils viennent, ils bouffent vos gâteaux, ils prennent vos crèmes, ils prennent 1 ou 2 habits. Et puis après, quand ils s'en vont,
vous retrouvez maintenant votre réalité. Voilà. Le magasin est vide, toi-même tu as l'assitation jusqu'à tes fesses deviennent plates. Donc, voilà un peu. Un bon emplacement, c'est un emplacement naturel qui attire naturellement les prospérités. Un emplacement. Le choix de l'emplacement, c'est ça qui va déterminer votre succès. Parce que l'emplacement, c'est tout. Quand il s'agit d'un espace commercial, que ce soit le lavage auto, un restaurant, l'emplacement, c'est tout. Voilà. Donc, si l'emplacement est raté, vous avez déjà 90% de chances d'échouer dans votre business. Deuxième chose, avant de vous montrer comment trouver un emplacement idéal, avant de montrer ce qu'est un emplacement idéal, si jamais on a raté son emplacement, il n'y a pas de honte à fermer sa boutique et puis de trouver un autre endroit. Ne durez pas dans les mauvais rêves. Faites comme les grands commerçants, sénégalais, maliens, guinéens, libanais. Ils trouvent un emplacement, ils voient que ça ne marche pas. En moins de 6 mois, il est parti. Vous ne le voyez plus là-bas. Mais nous là, je ne sais pas si, bon, c'est un esprit qui nous habite, mais ça ne marche pas, mais on est dedans. Je ne sais pas, pourquoi vous ne voulez pas partir? Toi-même, tu es assise dans ta boutique, matin jusqu'au soir, il n'y a personne qui rentre, du lundi au vendredi. Et puis tu ne fermes pas la boutique. Il faut partir. Tu dis au propriétaire, j'ai mal choisi mon emplacement. Donc, il faut me donner ma caution, je m'en vais. Je préfère perdre maintenant que espérer. On n'est pas dans l'espoir, ce n'est pas église. Ce n'est pas une église, c'est un business. Donc s'il n'y a pas des gens qui rentrent pour venir payer vos marchandises, mais comment vous allez faire pour vivre? Déjà même marchandises là, ce n'est pas pour vous. Quand ils disent ce n'est pas pour vous, ça veut dire que vous avez acheté, il faut remplacer le stock. Si c'est la nourriture que vous voulez vous lancer dans un restaurant, les fruits du marché là, vous n'avez pas, si vous n'avez pas vendu des plats, vous ne pouvez pas acheter de nouvelles marchandises. Donc, il ne faut pas jouer avec ça. Ok? Alors, vous allez noter. Alors, un emplacement idéal, il va remplir 3 critères. Un emplacement idéal, il va vous permettre d'assurer la visibilité du produit. C'est-à-dire que on sait que si je veux acheter mèche là, mon emplacement idéal va pouvoir trouver, il va assurer ça. Ok? Vas-y. Ensuite, l'emplacement idéal, il va réduire votre budget d'attraction. Le budget d'attraction de publicité, c'est ce qu'on prend pour attirer des gens qui ne connaissent pas le magasin. Donc l'emplacement idéal, il va vous permettre de faire ça. Ok? Dibé. Voilà. Dibé dit que lui, tu as déjà créé ton magasin. Donc, si jamais l'emplacement n'est pas bon, quand tu vas te rendre compte ici, il faut savoir que pour pouvoir corriger cela, il va falloir miser dans la publicité. C'est la seule manière de corriger un emplacement qui est raté. Voilà. Ne dites pas que soit vous fermez et puis vous cherchez un bon emplacement, soit vous commencez à cotiser pour avoir un budget publicité. Il n'y a que la publicité et le budget d'attraction. On va vous montrer comment faire venir des gens dans un emplacement caché. Ça va vous coûter l'argent. C'est-à-dire que l'argent que vous avez voulu éviter en trouvant le bon emplacement, c'est ce que vous allez rattraper avec le budget d'attraction et de publicité. Ok? Alors, 2 critères pour choisir un emplacement commercial idéal. Le premier critère, je le dis très souvent, c'est de pouvoir naturellement drainer des prospects. C'est le critère de base. Et le deuxième critère, il faut avoir un bon prix de loyer. C'est-à-dire un loyer qui est suffisamment supportable pour couvrir, pour être payé par les recettes qui rentrent. Donc, vous pouvez avoir un emplacement naturel qui draine des prospects, mais le loyer est tellement cher que finalement, vous travaillez pour celui qui vous loue le local. Donc ça aussi, il faut prendre ça en ligne de compte. Donc, pendant tout ce cours, je vais vous montrer comment trouver un emplacement qui attire naturellement, qui draine naturellement les prospects, et puis comment calculer ce qu'on appelle un bon prix de loyer. Vous allez vous rendre compte que ce n'est pas lié à ce que vous pouvez payer, c'est lié à ce que les recettes de votre emplacement permettent de générer. C'est-à-dire pour moi, même si vous avez pris un emplacement, on va voir ça tout à l'heure, vous avez payé une boutique, le loyer à 50 000 francs par mois, donc pour vous, vous dites que moi je peux payer ça même de ma poche, et que les recettes c'est 40 000 francs, c'est une mauvaise boutique. C'est pas parce que vous pouvez payer vous-même 50 000 francs que c'est un bon emplacement. Est-ce que les recettes là, ça permet de payer le loyer, ça permet de payer toutes les autres personnes. Par contre, si vous avez un loyer de 1 500 000 par mois et que vous avez des recettes de 25 millions,
c'est un bon emplacement. Les gens me disent, mais toi tu payes le magasin ici 1 500 000. Je dis, mais est-ce que toi tu vois mes recettes? Tu ne vois pas mes recettes. Voilà, il y a des magasins ici, 1 mètre carré, on va vous dire 1 500 000 francs pour avoir l'espace. Voilà, mais si la personne, si le magasin, vous avez 30 000 visiteurs, 400 000 francs de recettes la journée, mais 1 500 000 le mois, ce n'est rien. Voilà, ça c'est des emplacements comme Adjamé Forum, comme ça. C'est des emplacements comme ça. Au moins minimum là, s'ils n'ont rien fait là, même jour férié là, c'est 30 000 visiteurs par jour. Donc, même quand ils te disent tomate, c'est l'emplacement 1 mètre carré là, tu as payé 50 000, tu as payé 200 000, tu dis mais je ne peux même pas bouger là. Les recettes que tu as fait ici là, ça compense. Donc, il vaut mieux rester, au lieu de te promener dans un gros magasin, il faut rester dans un petit coin mais qui fait entrer des chiffres. Ok, donc on va tout faire pour remplir ces 2 critères. Alors, on commence par l'emplacement qui attire naturellement des prospects. Vous avez la première option. Alors, première option, commencez à chercher, comme vous devez chercher un emplacement, il faut commencer à trouver un emplacement à proximité d'un commerçant, mais pas n'importe lequel, d'un commerçant ou d'une activité qui draine le maximum de vos clients potentiels au quotidien. Ça, c'est la première règle. Commencez à trouver. Dis bon, je veux lancer un glacier. Le coach à moi, lors de sa conférence, me dit qu'il faut que je me mette à proximité d'un commerçant ou d'une activité qui draine naturellement mes clients potentiels. Qui sont qui si j'ai lancé un glacier? Ou bien bon maïs Baba. À côté d'un établissement scolaire. Par exemple, un établissement scolaire. Un lieu de loisirs. Un lieu de loisirs, mais pas pour les vieux. Non. Un lieu de loisirs pour les enfants. Un centre commercial. Ah bon? Un centre commercial, lui ici, il y a dans ce centre commercial là, il y a un parc d'attractions, enfin un petit truc pour les enfants. Sinon, si c'est un centre commercial où il n'y a rien pour les enfants, ça va être compliqué. C'est les grands seulement qui vont être là-bas. Donc, c'est ce qui draine. Je vais me lancer dans la vente de poulet piqué. Ou bien je vais me lancer dans la vente à ticket. Voilà, je vais me mettre à côté des maquis. Pourquoi tu as dit ça? Ouais, mais finalement, les maquis, ils vont maquis, ils vont boire un peu, ils vont manger. Ceux qui vont au maquis, ils aiment boire un peu et puis ils aiment manger. Même s'il y a des gens qui aiment boire seulement, parce qu'ils n'ont pas faim. Mais la plupart, ils vont vouloir manger. Ok? Et puis ils ne vont pas vouloir manger n'importe quel plat. Ils ont des types, les gens qui boivent là, ils ont des types de nourriture qui vont avec leur boisson. Voilà, il n'y a pas autre chose. Donc, je vais me mettre à proximité d'une activité ou bien d'un commerçant qui draine potentiellement mes clients. Jusque-là, on peut commencer à poser des questions. Jusque-là, est-ce que vous voyez, vous commencez à visualiser les zones où vous allez commencer à prospecter pour trouver un bon emplacement qui ne voit pas. Ok, ensuite, est-ce que commencez maintenant à regarder dans vos quartiers, dans vos choses, bon, maintenant là, je vois où je vais aller chercher mon emplacement. On n'a pas dit que vous allez trouver, mais vous connaissez la zone où vous allez aller prospecter pour trouver un endroit là-bas. Ok. Deuxième option, je vais me mettre à l'intérieur d'un regroupement de commerce. Ça, c'est la deuxième option. Cette option-là, on va la choisir quand on n'a pas de différenciation nette comparée aux autres commerçants. C'est-à-dire que je vais me lancer dans la vente de portables. Portable, là, c'est pas toi qui fabrique. Donc Samsung qui est chez Madame Guessin. Toi aussi, tu vends les mêmes téléphones Samsung. Donc, il n'y a pas de différence. Entre le portable que vend Madame Guessin et puis le portable que vend Madame Adisso, par exemple. Donc, quand c'est comme ça, il faut vous mettre à l'intérieur d'un regroupement de commerçants qui font la même activité que vous. On ne se met pas à l'écart. Si vous mettez à l'écart, les clients vont vous dépasser. Quand vous rentrez au marché et que vous partez vendre, vous partez payer ne serait-ce que des légumes. Il y a des femmes qui se croient malines là. Elles se mettent à l'entrée autour du marché là. Qu'est-ce que vous faites? Vous les dépassez, vous partez où ça? Là, dedans, où il y a toutes les autres femmes qui vendent des légumes là. Pourquoi vous faites ça? On va plus de choix. Oui, il y a tous les garçons, mais ils ne vont pas souvent marcher. Oui. On va plus de choix. Pour avoir plus de choix, Pour être sûr pour être sûr qu'il y en a. qu'il y en a là-bas. Et puis, il y a un troisième élément. Comparer des prix négociés. C'est-à-dire que quand ils sont regroupés là-bas, je peux avoir un bon prix. Alors que celle qui est seule ici, là, si elle me donne son prix qu'elle a coupé ma tête là, je ne vais pas savoir de l'autre côté là-bas. Voilà. Donc, pour négocier les prix, pour avoir une multiplicité des choix, et puis pour, comme il a dit là, être sûr que je vais trouver mon produit là-bas. Donc, quand on n'a pas de différenciation, on ne se casse pas la tête
on va chercher la place dans un regroupement de commerçants qui font exactement la même chose que nous. On a compris. Deuxième critère pour ça, si vous vendez un produit non courant, c'est-à-dire un produit qui ne dispose pas de ce qu'on appelle un emplacement commercial traditionnellement connu. Je vais vous donner un exemple. Si vous voulez acheter calamar, où vous allez trouver ça? Ok, voilà. Mais les calamars, il n'y a pas de marché de calamars qui existe. Ça, on appelle un produit qui n'est pas courant, qui n'a pas un emplacement spécifique. Vous avez fait venir des produits de Chine. Par exemple, il y a un monsieur, il veut vendre des petits bouchons. Il veut vendre des petits bouchons électroniques. Il a fait venir des petits bouchons électroniques. C'est ça son il veut vendre. Est-ce qu'il y a un marché où on peut trouver des petits bouchons électroniques? Non. Donc quand c'est comme ça, tu es obligé d'aller te mettre dans un regroupement d'autres commerçants. Parce que toi, là, on ne sait pas ton produit, là, on ne sait pas où on trouve ça. Voilà. Poisson, là, on sait qu'on trouve ça au port. La viande, on sait que si tu veux trouver la viande, il faut aller à l'abattoir, dans les boucheries. Donc, il y a des produits, on connaît l'emplacement. Il y a des produits là, quand on te dit où trouver là, tu ne sais même pas où on vend ça. Voilà. Ils n'ont pas un emplacement traditionnellement connu. C'est des produits non courants. Ceux-là aussi, il faut se regrouper, il faut aller dans un regroupement de commerce. Parce que quand quelqu'un ne sait pas où trouver un produit, il se dit où est-ce qu'il peut trouver ça? Au marché. Moi, par exemple, mon fils, un jour, m'a dit que là, il disait que le thème là, c'était le thème des années 40. Donc, il fallait payer les chapeaux, les habits, comme les gars dans cette heure. Et il voulait une canne. J'ai dit, mais où j'ai trouvé canne? Il voulait une petite canne et tout ça. Mon premier réflexe, c'était d'aller à la pharmacie. Mais la pharmacie, c'est les béquilles orthopédiques là. Maintenant, canne de bluffeur là. Mais où j'ai trouvé ça? Mais le premier réflexe, il dit, bon, je vais aller au marché, parce qu'au marché, on trouve tout. Je vais aller au marché, ou bien j'ai cherché un centre commercial, en tout cas un grand marché. Là-bas, là, forcément, j'ai trouvé un vendeur qui vend canne. Donc, c'est le réflexe. Quand un produit est non courant et que traditionnellement, on ne sait pas où on peut le trouver, allez le chercher dans un marché, dans un centre de commerce. Est-ce que vous voyez? Parce qu'on se dit que là-bas on trouve tout. Voilà. Et parfois même, vous ne savez même pas où on trouve. Bon, je vais aller à la Socosé là-bas. Forcément, on trouve quelque chose là-bas. Ou bien je vais aller à la casse. Ça dépend du domaine. Ok? Les activités. Il faut opter pour un magasin qui a un accès facile. Voilà. Optez pour un magasin qui a un accès facile. Alors, ça, c'est quand ça vous permet de vous distinguer quand vous avez une activité où il y a une forte concurrence. C'est-à-dire que vous êtes vraiment nombreux dans la zone à faire la même chose. Vous allez ajouter dans vos calculs l'accès facile. Deux magasins, par exemple, vous avez décidé que dans cette rue-là, c'est ici que on peut mettre tous les maquis. Disons, par exemple, vous êtes à la rue Princesse. Vous avez dit qu'à la rue Princesse, c'est là-bas qu'on doit positionner le maquis. Mais on n'est pas seul. Là, c'est la rue Princesse qui est le bon emplacement. Maintenant, dans la rue Princesse, il faut voir l'emplacement. Si tu veux faire une petite différence par rapport à ton voisin, il faut voir l'emplacement qui a un accès facile pour tes clients. Facile pour garer, facile pour accéder à ton magasin. Donc c'est là que tu vas regarder ce critère-là. Mais ce critère-là, il est facultatif. Il est vraiment en cas de très forte concurrence. Ok? Voilà. Alors, pour les critères à prendre en compte pour la facilité d'accès, on va regarder tous les emplacements qui sont entre 25 et 100 mètres, soit d'un carrefour, soit d'un feu tricolore, d'une entrée ou d'une sortie de carrefour. Alors pourquoi? Parce que au carrefour, que ce soit les piétons ou les automobilistes, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont obligés de s'arrêter. Ils sont obligés de s'arrêter. Même si tu es pied, même si tu es à vélo même là, tu es téméraire, tu es obligé de freiner pour voir si un gars, là-bas va venir te renverser. Donc tout le monde est obligé de marquer un arrêt, tout le monde est obligé de ralentir parce qu'il y a un croisement. Est-ce que vous voyez? Si maintenant il y a un feu tricolore, là c'est obligatoire. Mais si c'est un carrefour simple, même s'il n'y a pas de feu tricolore, tu es obligé de ralentir. Donc 25 mètres avant ou après un carrefour, la zone là, c'est bien parce que les gens ralentissent. Ok? Deuxième critère, préférer les terrains plats à un terrain en pente ou en côte. Parce que quand le terrain est en pente ou en côte, le gars il n'a pas envie. Pour lui c'est trop difficile.
Ça ne donne pas envie de s'arrêter même quoi. C'est comme si tu es gêné. Comme si tu es gêné. Ok? À moins que vous avez vu dans ma dernière vidéo là, vous vous cachez pour placer ce qu'on appelle des ralentisseurs. Qui connaît à la 7e tranche ici? Et qui est dans la zone? Il y a une pharmacie, plutôt une station d'essence Petrosi, qui était la première station d'essence dans cette rue de la 7e tranche, mais qui ne marche pas. Parce qu'ils sont très mal placés. Moi, je sors d'un virage dangereux d'ailleurs. Je sors du virage à Thomas ici. Là. Mais c'est pas maintenant que je vais freiner encore pour rentrer dans la station. C'est très mal placé. Alors que ces deux confrères qui sont venus 3 ans après lui, ça boum, Pétro Ivoire et puis Shell. Parce qu'ils sont placés à l'entrée ou à la sortie des carrefours. Donc on est obligé de ralentir. D'abord, mais à bouchon naturel, on est obligé de ralentir tout ça. Dans cette station-là, pour ceux qui la connaissent, ceux qui vont là-bas à couper bouteille de gaz. Voilà. Putain, il est venu le premier. Mais personne ne gaz sa voiture là-bas. Si vous voulez pas partir en sortant d'ici là, parce que vous allez voir les invités. Mais ils ont bassé la station là même pas. Ils n'ont pas bassé, c'est l'emplacement qui est mauvais. Ok? Donc, terrain plat. Parking d'accès facile. Souvent là, vous connaissez Abidjan Mall. Il y a des jours là, je vais payer des trucs à Abidjan Mall, mais parfois, à cause de l'accès là, je préfère dépasser pour aller ailleurs. Si je peux trouver un magasin qui fait la même chose que je vais trouver à Abidjan Mall, là, je vais prendre ça là-bas. Parce que l'accès au parking est difficile. La côte, c'est très mal placé. En fait, eux, ils ont visé le côté carrefour, c'est-à-dire le premier critère. Mais terrain plat et puis parking d'accès facile, ils ne respectent pas ça. Donc c'est difficile. Il y a des centres commerciaux comme ça, c'est difficile de pouvoir accéder. Donc faites de telle sorte que vous ayez un accès facile. Si maintenant vous avez un accès facile, que les Bakam et les Woro viennent boucher l'accès, il faut les chasser. Parce qu'eux vont faire que les gens n'ont plus accéder à votre magasin. Quand vous voyez les commerçants, souvent ils sont trucs là. Non. Faut quitter là. La pharmacie Sainte-Marthe qui est en gré, le gardien est vigilant. Parce que, comment on appelle ça même? C'est vrai, ils sont situés à un carrefour. Un feu, on voit bien. Mais parfois, l'accès est très difficile. À cause des Wara. Donc, le gars là, il est obligé d'être vigilant pour qu'au moins les gens puissent garer facilement. Sinon, ils vont aller ailleurs. Même si tu es la première pharmacie d'un gré, un Terminus 82 là, ils vont aller ailleurs à cause de l'accès facile. Ok? Maintenant, 4e critère, toujours sur la facilité d'accès, les entrées ou sorties des grandes voies ou d'autoroutes. Si vous êtes sur les grandes voies ou les autoroutes, si vous voulez placer une station d'essence, une station de lavage auto, c'est à l'entrée de l'autoroute ou bien à la sortie. C'est-à-dire, on prend l'autoroute du Nord comme ça. On dit une entrée là. Tu vois, dès qu'on commence à sortir, par exemple, Carrefour à Ban, puis on veut prendre l'autoroute du Nord, vous voyez, en même temps, il y a une station qui est là. C'est ça qu'on appelle une entrée d'autoroute. Maintenant, si vous voulez placer encore un autre point, vous voyez maintenant à la sortie, bon, comme il y a plusieurs sorties, première sortie, entrée Yopougon, vous pouvez placer là votre station là. Sortie, deuxième pont, sortie Gesco, etc. À chaque fois qu'il y a des sorties ou des entrées, est-ce que vous voyez bien? Entrée ou sortie d'autoroute. Si vous mettez au milieu là, les gens sont en plein, ils vont vous dépasser. Ils sont en plein, ils vont vous dépasser. Moi, je vois plein de gens qui sont en train de faire cette erreur-là sur l'autoroute dépassable. Non, comme c'est sur l'autoroute dépassable, vous allez voir, c'est Tongo, personne ne va partir là-bas. Parce que moi, je suis à 110. Je suis à 110. Même si on voit conduire de loin, là. Quel frais il y a prendre même, ça donne même pas envie. Alors, soit je fais à l'entrée. Bon, vous avez vu la station Shell qui est à l'entrée de Bassam avant, à Anani, là. Non, même pas Anani. Ouais, c'est Anani. Voilà, mon point. Avant d'arriver, pour ceux qui ne connaissent pas Anani, mais Caractère Bima, par exemple. Juste qu'on veut démarrer. Après, à Kwaba, il y a une station très célèbre où les gens s'arrêtaient pour payer pain sucré, du pain, pour aller faire leur pique-nique à Bassam. Voilà, ça c'est ce qu'on appelle entrée d'autoroute. Parce que c'est quand on sort d'Akwaba et qu'on va commencer maintenant à gazer la voiture. Voilà, là tu places ton arme et puis il s'arrête, il fait son plein, il paye tous ces trucs. Parce que quand il commence, c'est jusqu'à la destination. Donc on ne place pas sur les autoroutes ou les grandes voies, on ne place pas au milieu. Vous avez vu
avant même qu'on dégage le boulevard Lagunaire, il y avait des restaurants. Plusieurs fois, les gens se sont essayés. Il y a un restaurant sur la gauche. Ça dépend d'où on se place. Si tu viens en face du Félicia, non, pas Café de Rome. Il y a un autre là. Café de Rome marchait parce que c'est une sortie d'autoroute, puisque on ralentit pour pouvoir passer la corniche. Donc tu vois qu'eux, ils étaient bien placés. D'ailleurs, c'est eux qui ont eu plus d'argent en dédommagement quand l'État voulait vendre ça. Quand ils ont eu combien de milliards là, finalement ils ont gagné leur procès. Parce qu'ils étaient bien placés. Mais il y avait une autre là, au milieu façon là. J'ai oublié son nom. Voilà. Et ils étaient mal placés. Ils n'avaient pas de clients. Voilà, appelle les lagunes. Voilà. Si les gars ne négocient pas par rapport à un mariage ou deux là, les clients, ça, parce qu'ils doivent attendre. T'imagines, moi, ils descendent de 13 000, ils descendent du pont. J'ai commencé à engager. J'ai pas maintenant de ralentir. Non. En même temps, je m'en vais. Voilà. Donc, au milieu des carrefours, ça passe pas. Ok. Et puis, bon, ça, j'ai déjà parlé de ça. Le cinquième, éviter au maximum les voies avec des fortes pentes. Il faut éviter ça. C'est trop compliqué. Même si on vous donne ça en 15 000 francs même le mois même, bon. C'est 15 000 francs cadeau. Parce que les gens ne vont pas s'arrêter. Donc on a fini avec le premier beau critère pour trouver un bon emplacement naturel qui attire naturellement des prospects. 3 options s'offrent à vous. La première option, c'est d'être à proximité d'un commerçant ou d'une activité qui elle-même gagne naturellement vos prospects. Deuxième option, bon, il y a trop parlé, c'est vous qui avez fait le coup, il faut te distraire. Il y avait une première option de ligne qui draine naturellement. Deuxième option, il faut être à l'intérieur de. Oui, regardez. Oui, laissez ouvert. À l'intérieur de quoi? Un groupement de commerce. Un groupement de commerce. À l'intérieur d'un groupement de commerce. Vous connaissez les critères. Et puis maintenant, le troisième, qui est facultatif, c'est quoi? Un emplacement qui est facile d'accès. Ces 3 options-là, en les respectant, vous allez trouver un emplacement ANP qui attire naturellement des prospects. Maintenant, il n'y a pas ça. Maintenant, il faut venir maintenant sur le jet. J'ai trouvé le bon point. Le propriétaire, le propriétaire du lieu. Bon, ça aussi, ça c'est vraiment un conseil. C'est un conseil. Faites comme les Libanais. Achetez des endroits. Souvent là, vous avez peur d'acheter vos endroits, d'acheter des emplacements commerciaux. Avant de pouvoir avoir votre maison dans le commerce, moi j'ai fait un calcul simple pour une dame. Elle a 3 magasins. Chaque magasin, elle loue 400 000 francs. Les magasins. Et puis maintenant, elle-même où elle habite, elle loue à 300 000. Ok, je lui ai dit c'est simple. Il faut acheter un endroit. Tu divises la villa en 2, tu vis derrière et puis devant, tu fais un magasin. Ça là, les gens parlent de 100 millions, 70 millions, les points qu'elle vise là. Elle a dit, bon, fais le calcul. Ce que tu as payé à la banque, on va faire le calcul ensemble. Disons qu'elle veut payer une villa. J'entends ici comme ça. Elle veut payer une villa. On va dire une villa. Elle veut payer la villa à 70 millions en bordure de route. Ok? La banque, pour les crédits immobiliers, c'est minimum 5 ans parce que c'est des produits lourds. C'est entre 5 ans et 10 ans. Mais disons que la banque est méchante, que la banque dit de rembourser en 5 ans. Ce qu'elle paye déjà en loyer là, c'est combien? Si elle prend un seul de ses magasins avec sa maison, c'est 700 000, non? Faites le calcul, multipliez 700 000 fois 12 fois 5 ans. 42 millions. Ça fait 42 millions. Ça, c'est déjà son premier pacton. Donc, si elle demande un crédit à la banque et que la banque achète la maison, elle est capable de payer 700 000 francs par mois de remboursement à la banque sur 5 ans. Donc, sa capacité de crédit, là, c'est 42 millions. Et à la fin du paiement, au lieu de payer 2 loyers, loyer de sa maison, une chose, elle rembourse à la banque, à la fin des 5 ans, elle a à la fois son magasin qui lui appartient, plus sa maison. C'est fini. Alors que, même si elle n'achète pas, elle continue de payer toujours les 500 000 francs. Voilà. Le gars, il fait un shawarma devant, il vient aux 2 plateaux ici, il paye la maison. Il va à la banque, il dit, je vais payer une maison. Et le remboursement là, c'est son commerce là, qui lui permet de rembourser la maison. C'est simple. Donc, ayez ce réflexe là de posséder vos propres magasins. Ce n'est pas tous les jours en lourd. Il va à la banque, il veut payer telle partie. Souvent, il y a des gens qui vendent des petits appartements, les studios, tout ça, ils sont fatigués
des loyers, 70 000, tout, les gens ne payent pas. Voilà. Donc, c'est bien placé. Le loyer que vous payez aux commerçants, ça ne vous permet pas de payer avec vos recettes, c'est un mauvais magasin. Donc, on va apprendre à calculer le prix d'un bon loyer. Alors, un bon loyer, c'est quoi? Il est égal au loyer. Donc, par exemple, je vais voir un propriétaire, j'ai dit, mais ton loyer, c'est combien? Il dit 300 000 francs. Est-ce que les 300 000 francs sont inférieurs ou égales à 10% du chiffre d'affaires prévisionnel ou actuel? Ceux qui ont déjà les magasins, vous pouvez savoir déjà si vous avez un bon loyer ou un mauvais. Si ça dépasse 10% de votre loyer actuel, si vous avez déjà votre magasin, ou bien du chiffre d'affaires prévisionnel. On est d'accord? Donc, qui a un mauvais loyer actuellement? Ok, ça dépasse de beaucoup, 25. Donc, le loyer prend un quart de ses recettes. C'est beaucoup. Parce que les recettes là, pourquoi on met 10? Pourquoi il dit c'est beaucoup? Les recettes là, tout l'argent n'est pas pour toi. C'est ça. L'argent qui est pour moi là, c'est ma marge bénéficiaire. Et généralement, mes marges là, c'est dans ça que je dois pouvoir payer les autres et puis moi-même gagner. Donc, si le loyer lui-même, il prend un quart des recettes, les marchandises là, ça va prendre combien? C'est-à-dire que les marchandises qui sont prises dedans, ça prend combien dans les recettes? Généralement, si on a tout eu, c'est 50%. C'est-à-dire les recettes là, et plutôt le coût de la marchandise, on a payé à 10 000, on va aller à 20 000. Ça, c'est vraiment quand on a fait un bon deal. Voilà. Donc 50%. Il va prendre déjà 50%. Le loyer prend 25%. Maintenant, dans les 25%, là, il y a aussi payer les autres charges. C'est-à-dire payer les vendeuses, payer l'électricité, payer les taxes municipales, ou un burida, parce qu'il y a mis un écran, ou bien X. Maintenant, il va mélanger combien pour vivre. Est-ce que vous voyez? Donc, ce n'est pas. Alors, comment on fait pour calculer ça? En principe, vous devez pouvoir calculer. C'est facile pour quelqu'un qui a déjà un magasin. Mais pour celui qui n'a pas un magasin, on va devoir calculer le chiffre d'affaires prévisionnel de son magasin. Donc, c'est ça qu'on va vous montrer. Pour ceux qui n'ont pas fait de comptabilité, on va montrer un truc très simple. Voilà, comme un vendeur de poulet au marché, qui n'est pas allé tout. Voilà. Mais on peut calculer ça. C'est un chiffre prévisionnel, là, d'autres fois université pour ça. Chiffre d'affaires prévisionnel. Ok. Alors, pour calculer votre chiffre d'affaires prévisionnel, donc on est bien d'accord, hein? Ceux qui ont déjà les magasins, vous faites votre 10%, si ce n'est pas bon, voilà. Parce qu'au moins ça vous donne une base de négociation avec le. Parce que eux là, les propriétaires là, ils fixent à la tête du client. Hein? Voilà comment un propriétaire réfléchit. Il réfléchit de deux manières. Soit il fixe son loyer par rapport à la zone. Il fait un magasin à cette tranche. Pour lui, comme à cette tranche, c'est entre 100 000 et 150 000 francs le mètre carré, le terrain vide. Donc lui, il ne peut pas faire un magasin de 20 000 mètres carrés et puis de 20 mètres carrés et puis il va te faire avoir les 400 000 francs. C'est comme ça que lui calcule. Moi, c'est pas comme ça qu'on calcule. Même si tu as la 7e tranche, il y a combien de gens qui viennent dans la zone pour acheter des affaires? Toi, tu n'es pas comme à Djamé. Souvent, même ta rue est calme comme ça. Voilà, c'est la 7e tranche, mais c'est pour dormir. C'est à cause que les gens payent 150 000 francs où on entend les oiseaux chanter. Mais moi, le commerçant là, moi, c'est de l'attraction. Moi, je veux une attraction comme à Djamé. Des gens qui viennent, ouya, comme Coco Vigo. Maintenant, toi, parce que tu es dans un coin luxueux, enfin un quartier résidentiel, tu fixes le loyer commercial par rapport au quartier résidentiel. Ça ne passe pas. Voilà. Et puis, son deuxième critère, c'est à la tête des clients. Il regarde les gens. Voilà. Donc, si vous dites que je vais faire mosquée, il est capable de diminuer le prix s'il est musulman. C'est ça qu'on appelle faire la tête du client. Mais pourquoi tu as diminué? Parce que la personne qui a face de toi, c'est ton imam, c'est ton oustaz, il est venu, il a dit bon, c'est pour Dieu. Donc c'est que tu as dit 400 000 là. Tu dis non, comme c'est pour faire mosquée là, il faut ça à 50 000 francs, dans le même endroit. Donc c'est à la tête du client. Ok, alors pour calculer votre chiffre d'affaires par mois, premier truc, vous calculez le nombre de visiteurs estimés. Il y a des centres commerciaux ou bien des propriétaires qui connaissent le nombre de visiteurs dans leur endroit. Vous pouvez demander au propriétaire il y a combien de gens qui peuvent passer approximativement. S'il ne connaît pas, vous-même vous calculez. Alors, comment on fait pour calculer, pour faire votre estimation du nombre de visiteurs d'un endroit qu'on n'a pas encore pris? Vous allez un jour en semaine et puis un jour en week-end. Vous choisissez un jour en semaine, le lundi, mardi, jusqu'à la chose. Et puis,
un jour en week-end. Donc, vendredi, samedi, dimanche. Donc, vous choisissez un jour en week-end, un jour en semaine. Et puis, vous vous placez devant le magasin et puis vous comptez 15 minutes, 15 minutes, 15 minutes, 15 minutes à l'heure d'ouverture. Donc, par exemple, je compte ouvrir ma station de lavage auto à 8 heures ou bien mon restaurant à midi. Un exemple, je vais ouvrir mon restaurant à midi. Donc, heure d'ouverture de midi à midi 15, je suis devant le lieu là, 15 minutes, je vais voir les gens qui passent devant. Est-ce que vous voyez? L'heure de pointe, bon, on dit l'heure de pointe c'est à midi, mais vous allez adapter. Si c'est un restaurant, votre heure de pointe c'est midi. Votre heure de pointe en correspond en même temps à votre heure d'ouverture, on va dire. Voilà. Puisque vous ne servez pas à manger à 9h, en fait, ça dépend. Si c'est aussi. C'est à vous de voir. C'est en fonction de votre commerce. Il y a des restaurants qui ouvrent matin. Si vous faites des guerres bouillies, votre heure de pointe là, c'est pas forcément midi. Votre heure de pointe c'est 5h. Est-ce que vous voyez? Donc vous prenez l'heure de pointe, vous prenez l'heure d'ouverture, l'heure de pointe, l'heure de la descente et puis les heures creuses. 15 minutes, 15 minutes, 15 minutes. Adapté en fonction de votre commerce. Je répète, adapté en fonction de votre commerce. Si par exemple c'est une boîte de nuit, votre heure de pointe c'est pas midi, voilà, heure de pointe de boîte de nuit c'est combien? C'est quelle heure? Les gars ils sont pas 22h, heure de pointe de boîte de nuit. Voilà, 1h du matin. À minuit là, ça c'est les anciens gazeux. Mais 1h du matin, ça c'est l'heure de pointe. C'est l'heure de pointe d'une boîte de nuit. Ça c'est son heure de pointe. Heure d'ouverture, c'est 22h. Qui a parlé de 22h? Et il dit 22h. Heure de pointe, 1h du matin. 2h, c'est là même le point en feu. Voilà. Voilà. Le maquet rouge, coupé de galets. Là, ça change de couleur. Voilà. Heure de descente, heure d'une boîte de nuit, 5h, 6h du matin. Il faut regarder, il faut voir comment on va. S'il y a des gens qui vont passer devant, tout et tout. Ok. Mais par exemple, pour la boîte de nuit, je vais vous recommander toujours de faire des recommandations. Il faut aller, comme il y a très peu de différenciation, s'il n'y a pas de différenciation, choisissez l'endroit, l'option 2, c'est-à-dire aller vous mettre dans un regroupement de commerçants. Voilà. Pour aller mettre votre boîte de nuit isolée, là où toutes les boîtes de nuit sont là. Parce que vous allez vendre quoi? Jack Daniels, champagne. C'est pas vous qui fabriquez champagne. Donc il n'y a pas de différence. Une grosse différenciation à ce qu'on va boire dans votre truc. Donc vous allez vous tous, toutes les boîtes de nuit, là, vous allez vous concentrer dans votre zone, quoi. Si vous êtes à Makori, qu'il y a une zone où il y a les boîtes de nuit, c'est là-bas que vous aussi, vous allez trouver votre emplacement. Si vous êtes au plateau, pareil. Si vous êtes à Yopougon, pareil. On ne va pas ouvrir sa boîte de nuit isolée là-bas. Au début, vos amis vont venir 2 ou 3 fois, après ils ne vont plus venir. Les amis ne vont plus venir. Tu vas avoir une bouteille d'eau. Les amis ne vont plus venir. Voilà. Et puis après, donc quand il n'y a pas de différenciation nette, je répète, l'option 2, il ne faut pas vous casser la tête, aller chercher l'endroit où tout le monde est regroupé. Alors, donc on fait le calcul. Alors pour faire le calcul, il y a un petit appareil que je vais vous montrer. On appelle ça un compteur de personnes. Vous allez dans les quincailleries, ou bien les petits coins un peu chics comme les Bernabé, les messieurs bricolage, vous cherchez un compteur de personnes. C'est comme un chronomètre, mais seulement il y a des numéros qui sont là. On prend ça pour prêter. En fait, les gens qui travaillent dans les usines, à Yopougon, ou bien c'est sans compte pour vous compter. Là, vous passez, et puis on appuie comme ça. Chaque personne qui passe, on appuie. Et puis à la fin, ça donne le nombre de personnes. Vous utilisez ce qu'on appelle un compteur de personnes. Il y a les compteurs automatiques. Il y a les compteurs automatiques que le cabinet, on va vous montrer ça aussi. Il y a les compteurs automatiques. Voilà. Où on place juste la bonne. C'est 2 bonnes. Comme un laser. Voilà, tu places ici, tu places là. Et puis tous ceux qui passent la porte, à chaque fois qu'ils passent, ça compte. Il y a d'autres perfectionnés où ça compte les allées et les sorties. Et puis ça vous fait la différence. Voilà. Oui? J'ai une question. Est-ce qu'on doit compter également les véhicules qui passent? Oui, ça dépend maintenant de votre commerce. Ça dépend du type de votre commerce. Si par exemple, c'est une station de lavage auto, toi tu ne comptes pas les personnes, toi tu comptes les voitures. Toi-même, si tu fais carrément le compter même. En général, si nos clients sont des personnes véhiculées, ce
serait difficile de compter. Si vos personnes sont les deux, tu comptes les deux. Si dans mon commerce, il y a les gens qui sont véhiculés, qui viennent, il y a les gens qui sont piétons, qui viennent, je compte les deux. Si c'est que les véhicules, je compte ceux-là. Si c'est que les piétons, je compte ceux-là. Oui. Donc si une vague passe, je compte pas 18 ou je compte une personne? Non, tu comptes un véhicule. Je compte un véhicule. Mais il y a 18 personnes à Non, tu comptes seulement les voitures. Tu dis par exemple, ici, là, il y a 20 véhicules, ou bien 100 véhicules qui passent par jour. Je compte seulement les parties, les véhicules des parties. Oui, bien sûr. Mais quelqu'un qui est en bus ne va pas garer devant ta boutique pour entrer. Même pas quand même. Non, mais ça peut être un potentiel prospect en fonction de ce que je Oui, mais toi, tu comptes les véhicules. Voilà, tu comptes les véhicules. L'objectif, ce n'est pas d'avoir une précision. C'est d'avoir une estimation parce que tu veux négocier ton loyer. Donc, si tu ne sais pas combien tu vas avoir comme recette, si la personne te dit 500 000 francs, tu ne peux pas dire c'est cher ou c'est pas cher. Mais si tu entrevois d'avoir une recette de 15 millions par mois, quand quelqu'un te dit 500 000, ça passe. Voilà. Ça passe puisque 10% de 15 millions, c'est 1,5 million. C'est-à-dire le prix d'un bon loyer. On a dit inférieur ou égal à 10%. OK? Donc, tu as calculé les heures de pointe, les heures d'entrée, voilà, le nombre de personnes là, tu multiplies par le nombre d'heures d'ouverture de ton restaurant. Voilà ça, voilà la formule. Le total du comptage là, des passants, tu multiplies ça par le nombre d'heures d'ouverture. J'ouvre mon coin de midi à 20h, j'ouvre mon coin de 9h à 18h, et puis je multiplie par 23 jours. Si vous avez un jour de fermeture, si vous n'avez pas de jour de fermeture, vous faites par 30. Il y a des business qui fonctionnent 24 heures sur 24. Voilà. Donc là, vous faites 30 jours, c'est tout. Et ça vous donne le nombre de visiteurs estimés devant le magasin à mois. Aussi simple que ça. Oui. Pour le comptage au laser, par exemple, il n'y a pas de réglementation. C'est-à-dire, est-ce que je peux le poser dans la rue comme ça? Non, il n'y a pas de réglementation. Bon, il n'y a pas de réglementation jusqu'à ce jour. Non, mais vous avez vu que, je ne sais pas si c'est les drones ou quoi, ils ont lancé une petite licence. Voilà. Si on voit que vous commencez à trop utiliser ça, on voit qu'il y a le tiers là-bas. Voilà, c'est un banquier. Il va lancer une taxe dessus. On dit, bon, comptez l'affaire là, payez une petite licence de 10 000. Pour le moment, il n'y a pas encore de choses, de réglementation de choses. Une fois qu'on connaît le nombre de passants par mois, on peut maintenant estimer le nombre de clients. Alors, vous divisez le nombre de visiteurs estimés devant le magasin par mois, vous divisez ça par 400. Alors, pourquoi 400? Bon, par exemple, j'ai compté, j'ai vu que dans la rue, là, il y a 10 000 personnes qui passent par jour, l'estimation. 10 000 personnes qui passent par jour. Mais 10 000 personnes, ce n'est pas forcément des gens qui vont payer chez toi. Ceux qui vont payer chez toi, c'est 10 000 divisé par 400. Alors pourquoi 400? 400 parce que on estime que sur 10 000 passants, il y a 1% par défaut qui vont rentrer au moins dans ton magasin. 1% par défaut. Ce 1% là, je vous explique, ça vient des statistiques de publicité mondiale. Si vous prenez Facebook, vous prenez YouTube, prenez le clip d'un de vos gars préférés, vous allez tout de suite là, après le cours, vous allez sur YouTube, vous cliquez sur le clip de quelqu'un, vous comparez le nombre de vues avec le nombre de likes. Vous allez voir très souvent que c'est autour de 1 à 5%. C'est-à-dire, le gars, il a eu 10 000 vues, il a eu 10 j'aime. Il a eu 1 million de vues, tu vas voir qu'il soit autour de 9 000 j'aime, voilà. Il est autour de 1%. Pareil sur vos publicités Facebook. On va vous dire que 10 000 personnes ont vu votre publicité, mais ceux qui ont interagi avec la publicité, c'est autour de 1%. Vous voyez. Donc c'est la même chose. 10 000 personnes vont passer devant le magasin, mais on estime que 1% va rentrer. Ok? Maintenant, ceux qui vont rentrer là, il y a d'autres qui vont payer, il y a d'autres qui vont ressortir sans rien payer. On estime que parmi ceux qui vont rentrer là, un quart des clients vont payer. 25% vont payer. C'est-à-dire que 1 sur 4 va payer. 1% va rentrer. Maintenant, ceux qui rentrent là, s'il y a 4 personnes, on estime par défaut qu'au moins une seule personne va payer pour se ressortir. Les 3 autres personnes ne vont pas trouver
forcément ce qu'elles aiment ou bien le prix qui les intéresse et puis elles vont sortir. Ok. Alors, on peut me donner. Il faut que j'ai un tout couleur. Ok. Voilà. C'est bon. C'est bon? Donc, ce sont ces 1% et ces 25%. Quand on fait la multiplication mathématique, on compacte, c'est ça qui donne 400. Donc, pour éviter de faire vos calculs, pourcentage et pourcentage, vous prenez le nombre de visiteurs estimés, vous divisez par 400, vous avez votre nombre de clients par mois. Il ne faut pas trop réfléchir. Maintenant, si vous êtes dangereux mathématicien, vous faites votre nombre de clients, vous faites défaut 1%. Après, vous prenez 25% et puis vous avez votre nombre de clients potentiels. Voilà. Les 25%, ça vient du cabinet marketing MFS aux États-Unis qui estime que quand une entreprise démarre, elle n'a pas encore de crédibilité. Donc, elle ne peut pas convaincre tout le monde. Il y a des gens qui vont juste voir pour tester tout et tout. Ils ne sont pas encore sûrs de la qualité de votre produit. Donc, c'est pour ça que c'est une personne sur 4 que vous allez convaincre. Après, au fur et à mesure, ce taux-là va grossir, mais comme ça n'a pas encore commencé, qu'on est en train de faire des estimations, on prend le minimum. Maintenant, une fois qu'on a le nombre de clients par mois, on doit chercher le chiffre d'affaires estimé par mois. C'est simple, hein? Vous avez le nombre de clients, vous multipliez par ce qu'on appelle le panier d'achat moyen, c'est-à-dire c'est quoi? Quand un client vient, il va payer à peu près pour combien ma marchandise. Voilà. Donc ça, c'est vous qui pouvez estimer, mais c'est vous qui connaissez vos activités. Ok. Donc là, vous pouvez estimer le chiffre d'affaires. Si vous vendez des articles, c'est à vous de voir que bon, quand je regarde mes articles là, généralement, les gens vont dépenser autour, un client, autour de 20 000 ou 30 000 francs. Si c'est un lavage auto, s'ils ont en moyenne, si c'est un gars qui est vraiment avare, il va laver sa voiture peut-être chaque 2 semaines comme ça. Donc dans le mois, là, il va laver sa voiture 2 fois à 2 000 francs, ça va faire 4 000 francs de dépenses. Donc les 4 000 francs là, je multiplie ça par le nombre de clients potentiels estimés, j'ai mon chiffre d'affaires mensuel prévisionnel. Est-ce que vous voyez? Voilà. Une fois qu'on a ça, on peut revenir maintenant à notre formule du loyer. Est-ce que le loyer est inférieur à 10%, inférieur ou égal à 10% de mon chiffre d'affaires prévisionnel ou actuel par mois? Voilà comment on fait pour calculer. C'est une estimation. Et vous n'avez pas le dernier mot. Qui a le dernier mot sur le loyer? C'est le propriétaire. Mais au moins, ça vous donne une idée, une base de négociation. Et puis vous vous rendez compte que si je suis allé au-delà, il va falloir que je fasse beaucoup d'efforts pour que mes recettes dépassent ce que j'ai prévu là, pour que je sois à l'aise. Voilà, ça vous aide en termes de calcul. Ok, bon, même si après le gars il est dû, parce qu'il y a un bon emplacement. Mais quand on fait le calcul, ça dépasse peut-être 10%, on est à 15% comme ça. Vous n'avez pas dit non, comme le coach a dit, c'est 10% rien. Toi, tu vois le coin là, c'est quel point que tu as trouvé tous les jours. Il respecte tous les critères, tout ce qu'on a fait du début jusqu'à la fin. Mais la fin de 5% là, tu as dit non. Il y a allé chercher un autre endroit. Mais ça, voilà, l'emplacement peut vous voilà. Au moins, ça vous donne une idée correcte. C'est bon? Ok. Donc, on peut partir. Donc, c'est bon, hein? On a fini pour l'emplacement AMP. En principe, la conférence est finie. La conférence est finie. On a répondu à votre question. Comment on trouve un emplacement attractif? Vous savez faire ça. Je vais vous poser des questions. Mais, il y a beaucoup de bras cassés. Et on savait même. On a anticipé. Voilà, on a anticipé. C'était des petites formations, des petites conférences de 2 heures. On sait que les gens n'ont pas beaucoup de temps. Donc, les formations de 2 heures, 1h30, les gens peuvent vaquer à leurs occupations. Mais on dit non. On sait qu'il y a des gens là. On sait que c'est pour trouver un nouveau magasin, non? Mais eux là, ils ont déjà leur magasin. Ils vont venir à la conférence pour nous demander comment on peut faire pour que les gens viennent. Donc, on va ajouter d'abord. Voilà. Donc, j'ai ajouté ça. C'est ce qu'on va voir. On va voir. Maintenant que vous avez trouvé l'emplacement, mauvais ou bon, ceux qui ont trouvé un bon emplacement, ce qui va être rajouté, ça sera un boisson. Voilà. Si vous devez avoir 100 000, ça va devenir 200 000. Maintenant, ceux qui étaient à 0, c'est là qu'ils vont lutter maintenant pour atteindre les 100 000. Mais je reviens que franchement,
vous n'êtes pas obligé de rester dans un emplacement qui est mauvais. Voilà. Observez les peuples qui font le commerce depuis longtemps. Eux, ils n'utilisent pas de mauvais rêve. Ils se déplacent. Quand ils voient que ça ne marche plus, le coin ne marche plus, ils vont ailleurs. Même les ambulants. Voilà. Les femmes qui vendent maïs braisé ou bien bananes braisées à côté des gars de Wara Wara. Bon, par exemple, voilà comment ils choisissent l'emplacement. Là où il y a ma clientèle qui vient naturellement là-bas, je viens me positionner. On a dit une activité ou un commerce qui draine naturellement mes prospects. Donc, elle voit que c'est la gare de Wara Wara où pendant que les gens sont dans la queue, ils prennent un petit déjeuner, depuis 4 h du matin, ils sont sur la route. Donc, avant d'arriver au travail, ils veulent payer un petit truc pour manger. Donc, elle se positionne là. Si on déplace la gare, elle se déplace aussi. Mais papa dit, non, comme c'était un bon emplacement qui marchait là, je vais rester ici. Mais tes clients, ça ne marche plus. Donc, elle déplace son emplacement. Ok? Bon. Maintenant, comment attirer, on va dire, les non-passants? Les non-passants, c'est-à-dire qu'on a fini de faire l'emplacement. Il y a des gens qui ne passent pas, mais on veut qu'ils viennent dans notre magasin. Premier truc, ça vous allez noter ça, c'est de faire des campagnes publicitaires low cost, c'est-à-dire à faible prix. Mais sur les produits saisonniers, on va voir ça. Si les produits saisonniers. Alors, je vais vous expliquer en détail pourquoi c'est la première campagne que vous devez faire. La première raison, c'est que quelqu'un qui ne passe pas devant mon magasin, c'est-à-dire que moi, quand je sois dans ma maison, naturellement, je vais dans des endroits, puisque je suis obligé de passer devant. Voilà. Pour que quelqu'un quitte sa zone habituelle pour venir chez vous là, c'est que chez vous là, c'est moins cher que où il va dépasser. Ça, c'est clair. Donc, pour attirer quelqu'un qui ne passe pas d'habitude dans le magasin, il faut casser le prix. Il faut faire ce qu'on appelle des campagnes low cost. Alors, comme on ne peut pas, on vit des marges, on ne peut pas baisser le prix de nos marchandises, on va sélectionner ce qu'on appelle les produits saisonniers ou les produits tendance. C'est eux-là, on va les vendre au prix bas. C'est sur ceux-là qu'on va faire pour nous. Je suis une femme, je vends des accessoires de mode. Actuellement là, on est dans quelle saison? Saison pluvieuse. Quel accessoire je peux vendre? Par exemple, je vais vendre des parapluies comme accessoire au prix cassé. C'est-à-dire que si j'ai tout fait pour négocier un bon prix de gros, pour avoir des parapluies à 1000 francs, à 2000, c'est ça que je vais mettre dans mon magasin d'accessoires et puis je vais faire la promo de ça. Est-ce que vous comprenez? C'est très intéressant, tout intéressant. C'est vrai que c'est arrivé dans ton côté de bras cassé, là, c'est ça que tu dis. Tu vas être déjà choisi ton magasin. Voilà. Mais je l'ai dit, tu as vu que déjà commence déjà à dépenser de l'argent parce qu'il faut aller payer ces marchandises à saisonnières. Vous vendez les vêtements, vous êtes une couturière. Quand il y a la rentrée scolaire comme ça, les vêtements les kakis et puis les bleus blancs, les carreaux là, c'est saisonnier. Cassez le prix pour que les parents viennent découvrir, viennent payer les uniformes de leurs enfants chez vous. En même temps, ils visitent votre atelier de couture. Hein, pardon? Non, mais tu vis de quoi? Tu vis des ensembles, pas une couture que tu fais pour les gens. Tu vois, non? Ça, c'est ce que tu vis. Mais les produits saisonniers, là, il faut les utiliser pour accroître ton nombre de visiteurs. Toi, tu as déjà choisi un mauvais emplacement. Et puis tu fais le malin encore. Il y a qui va venir te visiter? Voilà. Si tu as fait tenue, on sait que, madame, rappelez-moi maintenant, Madame Kofi, elle fait tenue scolaire. Quand il y a rentré la façon les gens cherchent diminution. Tenue scolaire. D'habitude, on voit les tenues ensemble, on a dit 10 000. Toi, tu fais ça à 8 000. Après le 8 000, la personne a quitté son coin. Et puis, on va parler, il a vu une dame là. Elle a fait tenue ensemble là, à 8 000. Et puis, on se déplace, on vient dans ton magasin. Produits saisonniers. Ok? Vous faites les produits saisonniers à bas prix. Au prix des reviens. Si vous pouvez faire même une légère perte, même c'est bon. Oui, non. Ça, c'est les 100 francs que vous allez perdre sur les tenues, enfin sur le produit saisonnier. Considérez ça comme un coût de publicité. Parce que là, on est dans le cas où vous êtes déjà pied cassé. Il y a personne qui visite votre endroit, votre magasin. Qu'est-ce que vous pouvez faire?
pour faire venir les trucs. Voilà. Donc c'est les produits saisonniers. Le gars s'est dit, mais pourquoi aller loin pour prendre ce qui est au même prix à côté de moi ici? C'est-à-dire que si par exemple vous vendez des parapluies, il sait qu'on vend des parapluies à Sokosé. Mais Mariam, qui est à côté de mon quartier, elle vend aussi les parapluies au même prix qu'à Sokosé, peut-être même encore plus bas. C'est pas la peine d'aller jusqu'à Sokosé, je vais aller payer mon parapluie chez Mariam. C'est ça qu'on appelle la psychologie de l'opportunité, voilà. L'opportunité à bas prix. Donc, vous n'êtes pas obligé d'ajouter des marges. C'est que vous pouvez aller prendre. C'est-à-dire que partez prendre. Quand par exemple il y a les bangers et feux d'artifice, les gens ils vont prendre ça à Djamé et puis ils viennent et vendre ça ici. Voilà. Parfois, ils ajoutent leur coût de revient, ils ne gagnent même pas. Mais c'est un produit saisonnier pour attirer les gens. La femme là, aujourd'hui, si vous partez chez elle, chez qui vous avez payé feu d'artifice, parce qu'elle vend. Mais il fallait qu'elle puisse vous montrer, elle puisse vous attirer, parce que c'est une période où tous les commerçants sont en concurrence. Il faut que les gens viennent chez moi pour que mes marchandises partent. Donc elle va à Djamé, elle sait que c'est un produit tendance. Actuellement en décembre, c'est un produit tendance. Elle va payer des feux d'artifice et puis elle vient placer ça. Donc toi, tu te dis, bon, on vend feu d'artifice à Djamé. Mais pourquoi aller à Djamé si elle peut avoir le même prix chez moi ici à Coco Vico à Angry? C'est ça qu'on appelle l'opportunité de la proximité à bas prix. C'est comme ça que les gens raisonnent. Une fois que vous avez trouvé votre produit saisonnier, faites des campagnes publicitaires pour cela. Avec de mes clientes, la boutique Elina Eli, les produits saisonniers ou les produits tendance là, elles peuvent faire les petits caleçons, bien les sous-corps, les bodys des enfants. Voilà, elles vendent les vêtements d'enfants. Donc, ça c'est les petits produits qui partent vite. Elle fait les promos dessus. Voilà, vous vendez habits, vous pouvez faire promo sur sous-corps ou bien sur caleçon pendant la Saint-Valentin. Au lieu de rester là, en train de durer vos polos Lacoste, crocodile là, sa bouche est ouverte jusqu'à lui-même, la faim il fait. Parce que ça fait au moins 6 mois que le polo ne part pas. Voilà, va, si tu es un bon fournisseur, si c'est au Ghana, ou bien même en Côte d'Ivoire ici, il y a les gros réseaux, tu fais venir des sous-corps, tu fais 10 à 500, tu fais, je ne sais pas comment tu as tes débuts, en tout cas tu casses le prix, et pour au moins les gens viennent visiter ton magasin. Ton magasin est déjà mal placé. Voilà. Il faut faire venir. S'il n'y a pas de visiteurs, il n'y a pas de vente. Dans un emplacement. S'il n'y a pas de visiteurs, il n'y a pas de vente. Tu as un restaurant, personne ne rentre dedans, personne ne va payer les plats. On ne mange pas au dehors. Voilà. Tu as payé le restaurant, tu as construit le restaurant, il faut que les gens rentrent dans les restaurants. Donc on crée les campagnes et puis on met en avant, dans ces campagnes-là, il faut mettre en avant le côté prix. Hein. Voilà. Il faut mettre en avant, j'ai mis ça, j'ai souligné ça. Cette fois-ci, vous mettez en avant le côté bas prix. Ok? Voilà. Donc, parapluie à 2000, tenue de temps, voilà. Ok, il faut mettre le côté bas prix. Quand Samsung ou bien quoi, si par exemple, il y a la canne, vous avez un magasin d'électroménager, vous voyez que les produits tendance là, ils mettent en avant le prix qui est bas. Tu peux avoir télé même à 30 000, 32 pouces. C'est-à-dire qu'ils mettent le côté bas prix en avant. Ok? Vos vrais produits là, ils sont cachés derrière. Ils sont cachés pour lui. Mais le but, le client va venir et il va prendre le produit tendance. Même s'il ne paye pas, ça augmente ton nombre de visiteurs. C'est vrai, la personne va venir, elle va payer ton parapluie. Et puis la personne sort. Mais au moins, tu t'es donné une chance qu'elle regarde les sacs à main ou elle regarde, je ne sais pas, autre chose. Est-ce que tu vois? Voilà. Et puis bon, ce qu'elle va payer, si tu as vendu au coût de revient, ton argent a été remboursé. Soit tu renouvelles ton stock, soit quand la saison est finie, au moins tu gardes tes sous. Donc tu ne paies rien avec cette technique-là. Ok? Voilà. Donc, faites des campagnes, hein. Sinon ça ne sert à rien. Puisque les gens ne viennent pas dans le magasin. Donc la campagne publicitaire, c'est dehors. C'est les affiches, c'est sur Facebook, tout ça pour que les gens viennent dans le magasin. Quand on parle de campagne publicitaire, c'est ça. Le magasin aussi, si vous pouvez mettre, ça dépend de la devanture et tout ça, si vous pouvez aussi placer les produits tendance un peu en avant et puis mettre les prix avec une petite affichette pour qu'on voit que ici, là, c'est moins cher. Alors, voilà une illustration
des produits et services saisonniers. Ça, c'est pour vous donner une idée. Hein. C'est écrit en petit, mais c'est une idée. Par exemple, pour les produits, les magasins de produits électroménagers, pendant les saisons chaudes, ils vont mettre en avant, tous en avant les ventilateurs, les splits, parce qu'il fait chaud. Voilà, ils vont casser les prix. 2 ventilateurs à 15 000, des choses comme ça. Ok? Pendant les fêtes annuelles, genre les fins d'année et tout ça, ils vont mettre en avant les mixeurs, les fers à repasser. Pendant les fêtes religieuses, musulmanes, ils vont mettre les théières, les cafetières, c'est ça qui sont les produits saisonniers. Pendant les saisons des pluies, vous allez voir qu'ils vont commencer à mettre en place des produits électroménagers contre les moustiques. Ventilateurs qui tuent moustiques, qui chassent moustiques, split, voilà. Pour un magasin de vêtements, les saisons chaudes, où il fait chaud, c'est les sous-vêtements. Les maillots de bain, les accessoires comme lunettes de soleil, chapeaux de plage, voilà, etc., etc. Pour la rentrée scolaire, les uniformes scolaires, voilà. Et pendant la saison des pluies, les parapluies, les imperméables, voilà. Dans les accessoires chauds, là, par exemple, il y a les petits ventilateurs, les portables façon à main. Voilà. Vous pouvez vendre ça. D'autres même vendaient masques. C'est un produit, à l'époque, c'était les produits saisonniers. Beaucoup de magasins de vêtements revendaient les masques. C'était pas pour gagner de l'argent dessus, hein, puisque les vrais masques, là, ceux qui gagnaient l'argent dessus, c'était les pharmacies. Mais c'était une façon de faire découvrir leur magasin. Ok? Donc, prenez un bout de papier et puis commencez à écrire les produits saisonniers que vous voyez. Vous pouvez après nous envoyer même pour qu'on valide. Vous pouvez dire, ah voilà, coach Amon, pour mon magasin, voici la liste des produits saisonniers que je vois. Et puis nous, on va dire, ah, ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. Voilà. Parce qu'on ne connaît pas tous les business qu'il y a dans tout. Donc en fait, il faut que le produit saisonnier soit un peu en adéquation de business. Ah ben oui, tu n'as pas vendre parapluie d'un garage mécanique. Ou bien, tu n'as pas vendre parapluie d'un garage mécanique. Ça passe pas. Par contre, tu peux vendre parapluie d'un lavage auto. Parce que c'est lié. D'ailleurs, même là, voilà. Et si même tu as trouvé même un parapluie un peu spécial qui permet de bien replier quand tu rentres dans la voiture, ça, c'est même pas comment régler ce problème-là. Souvent, c'est dans les 30 secondes là, où tu dois plier le parapluie pour rentrer dans la voiture. C'est là, ça rattrape tout ce que tu voulais éviter là. Tu es mouillé même. Donc, vraiment, si vous avez trouvé un accessoire chinois là-bas pour nous aider et que tu mets ça dans ton lavage auto pour attirer les gens, voilà, ton lavage auto va être visité. Il y a des gens qui vont quitter le lot, on dit que c'est accessoire. Ben, lui qui a payé, il parle. Ah, mais tu as payé, non, j'ai un lavage auto là, c'est qui vend ça. L'autre aussi vient sa voiture, il va là-bas. Ok, donc réfléchissez. C'est des illustrations. Souvent, quand on fait les cours, chacun veut qu'il prenne son exemple pour réfléchir à sa place. Mais pour ça aussi, on va faire ça payer. Vous pouvez appeler le coach et dire, bon, vraiment, il ne faut pas réfléchir. Et moi, on fait ça à combien? Si on veut leur donner la liste des petits saisons, on réfléchit pour eux. On fait ça à combien? 5 000. Ah non, il est très bon, 5 000. Ils ont fait commencer en 20 000. Vous m'appelez, vous dites, bon, coach, je n'ai pas envie de réfléchir. Voilà mon commerce. Il faut me donner la liste des produits saisonniers. Maintenant, tu fais wave, vous m'avez donné 5 000. Voilà, c'est tout. Donc, ça, c'était un exemple. Voilà, c'était un exemple concret. Vous allez voir que quand la saison chaude passe, les ventilateurs qui étaient devant, là, ça disparaît, il ne met plus ça en avant. Est-ce que vous voyez? Voilà. Okay. Pour une vendeuse même de poissons, il y a des produits saisonniers. Il y a des produits saisonniers. Qui vend poisson ici? Ah, actuellement, c'est saison de quoi? Parce qu'il faut apprendre, quand on est dans une activité, il faut apprendre les saisons. Tu sais que de décembre jusqu'à janvier, comme ça, c'est saison des crabes. C'est tant. Il faut connaître. Tu es dans les fruits des mers. Tu es dans la mer. Tu es dans la mer, là, la vie. Il faut savoir que non, ça c'est telle période. Ça c'est telle période qui commence à sortir. Ça c'est période des macharons. Ça c'est période des crabes. C'est période parce que en Côte d'Ivoire, on a des saisons pour des types de poissons. Voilà, il y a des poissons là. Quand on a la saison là, son prix là, ça te fend les côtes. Voilà. Et donc des poissons qui sont en saison, tu les fais à chose qu'on appelle ça même. Tu fais des promotions dessus pour que ça parte vite.
pour qu'on découvre ta poissonnerie. Est-ce que tu vois? Voilà. Parce que de toute façon, quand c'est la saison, c'est pour ça que je vous ai expliqué la psychologie qui est cachée derrière le truc. Quand c'est la saison, c'est-à-dire qu'on trouve même poisson là ailleurs. Donc pourquoi il ne va pas prendre ailleurs? Il va venir chez toi. Parce que le même poisson que tu vas acheter là, comme c'est la saison, toi là, tu fais au même prix, ou bien tu fais même un peu plus bas, mais tu es à côté de lui. Donc il ne va plus aller prendre où il prenait avant. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Il vient chez toi. Macharon, c'est macharon. Est-ce que tu vois? Bon, actuellement c'est saison de macharon. Je donne un exemple quoi. C'est saison de macharon. Rappelle-moi. Conaté l'a mis actuellement là, sur la poissonnerie là. Il fait macharon en promo à 8000, ou bien à 7000, ou bien à 3000 le kilo, mais 2500 le kilo. La femme où elle va te payer là, elle sait que actuellement c'est saison de macharon. Elle va venir chez toi. Voilà. Maintenant, elle ne peut pas payer si elle voit que tes poissons ne sont pas frais et tout ça. Voilà. Mais au moins, tu attires les gens. Tu as compris la mine? Voilà. Si tu es gagné sur tout, tu ne vas rien gagner. Surtout les poissonneries hautes là, c'est des coins qui ont besoin de beaucoup de visiteurs. Surtout si tu es un pied cassé et que tu ne t'es pas mis dans un marché, tu t'es isolé là. Voilà. C'est ça aussi. Vous vous isolez. Alors, je vous ai dit quoi? Quand on n'a pas de différenciation nette, qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Bon, tu as raté. Tu es isolé. Tu as intérêt à rattraper le coup. Ok? Voilà. Ça aussi, c'est. Bon, ça, on a fait de façon générale. C'est la fiche que vous allez utiliser pour remplir vos produits à promouvoir. Ok, bon, ça c'est pas noté. Mais on va vous donner ça. C'est-à-dire, on a mis par mois les types de saisons ou les fêtes. C'est pour vous rappeler ça et puis vous permettre de réfléchir rapidement pour trouver les produits à promouvoir. Donc, par exemple, vous voyez, décembre, mai, Noël, veille de l'an, et 31 décembre, à matin. Donc, ça peut vous donner des pistes ou choses. Janvier, vœux de nouvel an, saison chaude. Février, Saint-Valentin, Mardi Gras, saison chaude. Mars, carême chrétien, saison chaude. Avril, Pâques, saison chaude. Début des saisons des pluies. Mai, on en mai, fête du travail, nuit d'Esther, Ascension, Ramadan, carême. Juin, Pentecôte. Juillet, vacances, saison des pluies. Août, vacances, saison des pluies. Septembre, rentrée scolaire. Octobre, rentrée scolaire. Novembre, Mauloud, fête de la paix. Donc, on a mis quelques fêtes et puis des saisons pour que vous puissiez trouver ça. Ok? Mais ça, c'est les produits saisonniers. Je vous ai dit aussi, il y a des produits tendance. Tendance à saison, par exemple, mars. Là, il y a des produits tendance. Hein? Il y a petit porta qui est tendance. En fait, une tendance, il n'y a pas de jugement dans la tendance. Qui aime Covid? Nous, on a eu des parents qui sont morts de Covid. Voilà. Mais chacun a fait son beurre avec le Covid. Il y a des gens qui sont devenus des vendeurs de, qu'on appelle les gels là. Les gels. Voilà. Même les stations d'essence, même la vendeur gel. Les petites boutiques la vendeur gel. On vend masse partout. Voilà, oui. Voilà, ça on appelle la petite tendance. Voilà, donc la tendance, vous regardez la tendance du moment par rapport à votre activité, si vous pouvez vous servir de ça. Je ne sais plus si c'est qui, je ne sais pas si c'est STL ou bien Soliman. Il y a un qui a pris portable pour faire discussion, enfin pour faire une communication. Les gens communiquent. Oh, vous jouez, hein. Voilà, il y aura la canne. Ah, la canne. Si vous êtes dans les vêtements, qui peut me dire les produits tendance que vous allez utiliser? Les maillots. Les maillots, les accessoires, voilà. Quand vous savez que vous êtes dans les vêtements, commencez déjà à passer commande. Faites venir des écharpes, orange, blanc, vert. Tu fais venir ça. Tu sais que pendant la canne, là, les gens auront tendance à vouloir payer ces petits gadgets. Voilà. Donc, tu prépares. C'est ça on appelle produit tendance. Mais ça, il n'y a pas mis de tableau parce que la tendance, ça varie. Mais c'est à vous de réfléchir. Si vous laissez ces opportunités là, bah, écoutez, ça va passer. Et puis c'est fini. Ok, bon, ça c'était les illustrations. Voilà, par exemple, les campagnes low cost. Par contre, ça, c'est une technique de manipulation que vous pouvez utiliser. Une technique de manipulation pour augmenter vos offres et pour augmenter les visiteurs. Ça a noté, c'est une particularité de la campagne low cost.
On appelle ça le leurre. On appelle ça le leurre. C'est-à-dire que quand on n'a pas de produit saisonnier, on n'a pas de produit tendance, on invente un produit. C'est-à-dire, on prend son produit propre. On peut prendre une robe classe comme ça. Par exemple, ici, vous allez voir, la veste là, c'est Mango qui fait ça. Ils mettent la veste à 49 €. Ici, les gars font ça très souvent. Kaby ou bien Seyo. Ils vont te montrer un polo. Ils vont te dire le polo à 9 000. C'est la promo. Quand tu cours, tu t'en vas là-bas. Le polo est toujours à 9 000. Mais les tailles qui restent, c'est taille S. C'est small. C'est pour bébé. Quand toi, tu sais que. Ils savent que la tendance des gars qui vont venir là, ils vont prendre taille M, ou bien taille L, ou bien XL même. Mais ils vont te dire que il reste seulement que les tailles S. Mais tu as couru, tu es déjà venu dans le magasin. Tu vois? Donc bon, et puis tu as dit que tu voulais ressortir de là avec un polo. Donc tu as regardé les autres polos de 12 000, 15 000, puis tu as sorti. C'est ça qu'on appelle le leurre. C'est-à-dire qu'on prend un produit, on fixe un prix en dessous du prix du marché. C'est-à-dire qu'on peut le casser même en deux. Si c'est un produit qui vaut 15 000, tu fais 7 500. Quand la personne t'appelle, voilà. Les auto-écoles, il y a beaucoup qui font ça. Voilà. Ils font des leurres. Ils vont être permis 45 000, permis 60 000. Le gars court. Ils non, voilà, c'est 45 000 là. C'est pour ceux qui ont déjà eu le permis et puis qui doivent faire le recyclage. C'est la même manière d'expliquer. Mais il t'a fait venir avec un leurre. Elle met une robe classe comme ça. Tu cours, elle dit non, c'est taille 56 ou même taille 62. Là, pour tout là-haut, là-bas, elle sait très bien que tu n'as pas cette taille-là. Voilà. Elle dit non, tout est fini. Tu vois, donc ça, c'est ce qu'on appelle le leurre. Ça, tout le monde peut utiliser ça. Donc, n'oubliez pas, hein, quand la personne vous contacte, mais la personne entre dans votre magasin, soit vous dites que le stock est épuisé, soit vous dites que c'est la taille. En tout cas, vous demandez sa taille. La taille qui va dire, tu dis à la barre. Bon, attention, j'avais oublié de dire même. Mais il y a des autres qui ne connaissent pas le cabinet MB. Ici, on a une règle. Tout ce qu'on vous montre là, à ne jamais utiliser contre le coach et contre vos collègues commerçants. C'est comme ça, contre les contemporains. Ça, c'est notre règle. On dit à ne jamais utiliser contre le coach et contre les contemporains. Voilà. Et nous, les commerçants, on est comme un corps, on est comme les médecins, voilà. Si on partait et racontait tout ça, par exemple, les histoires de loyer, souvent le gars met un cas comme ça, il dit oui, appartement, 2 pièces, entrée, 80 000 francs. Tu cours, tu appelles. Et puis il dit non, 80 000 francs dans la vie, c'est parti. Mais il y a un autre appartement, des choses, voilà, c'est un leurre. Mais c'est pas que tu vas dire à tes parents que les pancartes que vous voyez là, ils viennent raconter un cours que c'est un système. Ok, tu es content, tu as posé un bon acte. Pour toi, arrive non. Voilà. Même si les gens connaissent toutes nos astuces marketing, mais rien ne va marcher parce que c'est les mêmes astuces que toi tu utilises dans ton domaine. Voilà. Laissez. Les gens, nous on vit du commerce. Ok? Donc, à les gens, même à vos parents, même moi-même quand je vais, et puis on veut m'amailler là, je ris. Mais si j'ai l'argent pour payer, je prends la marchandise, je m'en vais. Mais ce n'est pas maintenant que je viens démontrer à la personne que toi, c'est que tu as fait là. C'est moi, je suis son papa de ça. Voilà. Donc, il faut